Bonjour tout le monde, nouvelle capsule avec les filles de Nano, vous devez maintenant les connaître, donc on est à la 3e capsule. Donc les filles, merci d'être venues encore une fois. Puis je vous laisse y aller, on vous interrompt pas, on coupe pas la parole. Merci pour l'invitation, encore une fois. Donc aujourd'hui, on voulait vous parler en fait de l'importance de varier ses canaux de communication. Donc super important, on en a parlé un petit peu dans le podcast qu'on a fait ensemble. Donc chaque canal de communication a sa propre clientèle. Donc que ce soit les médias sociaux, les infolettes, le site web, blog, etc. Donc c'est super important de varier tout ça pour aller rejoindre en fait sa clientèle partout. Donc, on en a discuté aussi la dernière fois que pour qu'un client passe à l'action, il faut qu'il nous voit passer environ 7 fois. Donc, si on se limite en fait à un seul canal, bien, on limite aussi en même temps notre visibilité. Donc, super important d'avoir une stratégie globale 360 en fait pour être un peu partout. Donc, exact. On peut le penser aussi en termes de tunnel de vente. Vous savez ce qu'est un tunnel de vente. Donc, d'avoir en fait plusieurs étapes pour le parcours, sur un parcours client. Donc, un client qui va penser à un certain produit va commencer à faire des recherches sur le produit, à s'informer, puis ensuite va aller visiter des sites web, s'informer sur les différentes options, puis finalement va passer à l'action. Donc, où est-ce que les canaux de communication entrent en ligne de compte? Donc, c'est de rejoindre les gens qui sont dans leur parcours client jusqu'à temps qu'ils convertissent. Donc, s'assurer de se mettre de l'avant, se présenter. Si, par exemple, la personne fait une recherche sur Google, bon, ben ça se peut qu'elle tombe sur notre article de blog. En tombant sur notre article de blog, ben elle rentre dans notre audience de visiteurs site web. Ensuite, on la reçoit, par exemple, avec une campagne Facebook qui fait du remarketing avec nos visiteurs du site web. Donc, puis ensuite, ben on lui présente une campagne, par exemple, avec les produits qu'elle a mis dans son panier ou une infolette, par exemple, qu'elle aurait mis des produits dans son panier. On lui envoie une infolette avec les produits qu'elle avait dans son panier. Donc, elle va convertir. Donc, c'est ça qui est important dans varier les canaux. Donc, d'aller chercher notre clientèle aux différents points de contact, aux différents points de leur parcours client. C'est ce qu'on veut dire par l'importance de varier ses canaux. Oui, exact. Puis c'est super important aussi dans chaque canal de parler différemment à son persona. Donc, tu sais, si par exemple, on fait justement des infolettes, on va avoir peut-être un ton un petit peu plus personnel, plus amical, etc. Versus si on parle on fait une publication sur Facebook, par exemple, ou Instagram, peu importe, ça va être beaucoup plus général. On va parler à l'ensemble de notre communauté. Et aussi l'importance de, varier ses canaux, mais pas se pitcher à gauche et à droite, dans le sens que bien déterminer est où notre clientèle, puis d'être sur ces canaux-là, en fait. Si, tu sais, par exemple, on est une entreprise super corpo, puis que, tu sais, on vend dans le B2B, par exemple, peu importe, puis que notre clientèle, c'est des femmes et des hommes d'affaires de 40 ans et plus, par exemple, puis que là, on voit, ah, mon Dieu, TikTok, c'est super populaire, tout le monde est là-dessus, etc., mais comme non, ça ne fit pas avec toi, ça ne fit pas avec ton branding. Ta clientèle ne se trouve pas sur TikTok. Fait que tu vas peut-être plus te diriger vers LinkedIn, par exemple, parce que là, ta clientèle va être vraiment sur LinkedIn, Twitter peut-être. Donc, c'est super important aussi de bien déterminer ses canaux en fonction de où est-ce qu'elle est, sa clientèle. Donc, ça, c'est très, 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 très important. Ça va faire en sorte que tes canaux, ils vont bien performer, en fait. Exact. Puis regardez aussi les concurrents. Donc, où est-ce que vos concurrents se situent? Bon, allez voir si pour vous, ce canal de communication-là ferait du sens d'avoir une stratégie, dans le fond, pour faire la concurrence à vos concurrents. C'est simple que ça. Parfait. Ouais, c'est sûr que. Mais ce qu'il disait aussi, c'est que tu vas adapter aussi. Tu parlais du ton, donc ton infolettre versus Facebook. C'est ce qu'il disait que maintenant, le contenu qui pognait le plus, admettons sur TikTok, c'est le contenu qui était un peu plus raw, donc tu sais, authentique. Tu sais, il y a pas moins de filtres, il y a pas forcément plein d'effets. C'est comme, je prends ma cam, je la mets, puis je me filme devant mon truc en train de présenter un produit ou quoi, puis c'est ça qui pognait. Donc c'est ça aussi, dans le fond, les différents ils sont canaux. comme dans leur auto, puis qui se filment comme en selfie, puis tu sais, ils ont comme vraiment beaucoup de vues avec ça. Fait que tu sais, c'est vraiment du contenu. On retourne aux sources. Un retour aux sources avec ça. Absolument. Ouais. Voilà. Merci les filles. Merci, super intéressant. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast. Je suis présentement avec Simon ainsi que Reggie pour une 5e fois. 5 fois déjà? 5e fois qu'il est parmi nous. Partie 2, oui, exactement. Donc, je vais te laisser la parole, Reg.
Excellente intro. Donc, Première intro en live. Première intro en live de Guillaume. Je pense que qu'il a bien fait ça. On ne dira pas que c'est la 5e take. C'est ça. Non, pour vrai, première take, excellent. Écoute, j'aurais pas pu faire mieux. Je vais être de mieux en mieux, là. Ben oui. Donc, bonjour à tous. Merci encore de m'accueillir, les boys. Aujourd'hui, dans le fond, c'est la suite, la partie 2 de ce qu'on parlait la dernière fois, la détention de l'immobilier, si on veut, à travers une société ou personnel. On s'attarde beaucoup plus à société ou personnel. On rentre pas dans qu'est-ce qui est fiducie, société de personnes. C'est très technique, c'est peu connu. Puis déjà, si vous êtes rendu à discuter de société de personnes puis fiducie, je pense que vous avez déjà pas mal de knowledge, pas mal de connaissances. C'est rendu du temps où vous payez un fiscaliste à l'heure pour avoir plus d'informations. Donc, on va rester dans ce que le commun des mortels vit et planifie. Est-ce qu'on rentre direct, les boys, ou... Oui? Ouais, je pense que oui. Okay. Donc, la dernière fois, on avait parlé détenir sa résidence personnellement ou à travers une société, lequel est le mieux. On avait vu quelques études de cas et c'est ça, on avait fait de l'analyse, là, toute l'imposition potentielle si on détenait ça par une société. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'il y en a de l'immobilier, le fameux duplex, triplex, quadruplex, cinqplex, même des gros plex. Il y a une ligne de pensée, puis je dirais qu'elle découle pas mal des années 80-90, début 2000, qu'on met tout dans des Inc. La Inc, c'est le remède à tous les maux fiscaux qui peuvent exister. Duplex, mets ça dans une Inc. 3 duplex, 3 Inc. Je ne suis pas un adepte de cette pensée. Une Inc, bon, tout le monde dit ça coûte cher. On s'entend, là, tout est relatif. Avoir une Inc en soi, c'est en bas de 5 000 par année. Fait que, est-ce que ça, c'est cher? Ça dépend des moyens de tout le monde. Mais est-ce que je devrais détenir mon immobilier à travers une société ou personnel? La réponse, ça dépend. On l'aime, cette réponse-là. Ça dépend. Mais, par contre, il y a quand même des petites indications qui peuvent nous aider à déterminer est-ce qu'on devrait avoir ça, une Inc ou non. Avant même de rentrer là-dedans, comme je fais à chaque fois, je veux juste mettre la base pour qu'est-ce qu'on va parler plus tard pour être sûr que tout le monde, on soit sur la même longueur d'onde, qu'on sache de quoi qu'on parle. Et, veux pas, qu'est-ce qu'on va discuter là, c'est davantage d'analyse fiscale. On va parler un peu de légal, mais surtout fiscale. Donc, il peut y avoir d'autres raisons, ne serait-ce qu'au niveau financier, je vais l'aborder un peu, mais il peut y avoir d'autres arguments qui iraient d'un bord ou de l'autre. Mais là, on reste dans la généralité. Donc, qu'est-ce qui est important de savoir, première des choses, au niveau fiscal, le taux d'imposition. Je vais avancer ça un peu. Petit problème de micro. Oui. Donc, fait que je sais pas qui est venu entre la dernière fois puis là, le micro a changé. Fait que quand on regarde nos taux d'imposition, une société, son taux d'imposition, sur du revenu locatif. Donc, quand on parle de revenu locatif, ben justement, si je loue un duplex, un triplex, n'importe quoi, puis là, il y a quelques exceptions quand je loue à ma propre société, etc. On ne rentre pas dans les exceptions. Et si on est dans de la location résidentielle ou commerciale à des tiers non liés, sans lien de dépendance, qu'on dit. Donc, à un monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas lié à vous. Fait que le taux d'impôt de la société sur du revenu locatif, sur du revenu passif, il est à 50,17 %. Oh, ouais. Oui, le taux sur le revenu passif est à 50,17 %. Ça surprend. C'est énorme. Oui. Et c'est fixe, c'est pas en fonction du revenu ou quoi que ce soit. Ton premier dollar est à 50 %. Par contre, il peut être réduit à 19,9 % à peu près si la société paye un dividende. Fait que si la société paye un dividende, je vous fais grâce de la mécanique, mais le taux d'imposition peut être réduit considérablement. Considérablement, mais en payant un dividende, il faut que le dividende soit imposable. C'est le particulier qui va s'imposer. Fait que l'impôt est en quelque sorte transféré avec le dividende. Et ça, c'est sur le revenu qu'on dit passif. Donc, le revenu passif qui inclut le revenu locatif. Et je fais une petite parenthèse aussi. C'est important de mentionner les détails pour nos détracteurs. Nos amis TikTok. Oui. Au niveau des taxes à la consommation,
Le revenu locatif résidentiel long terme, donc plus de 30 jours, un contrat de plus de 30 jours, c'est normalement exonéré des taxes. On pourra parler des taxes à la fin du podcast. Ouais. Par contre, si vous faites du Airbnb ou de la location de chalet à court terme, au niveau des taxes, c'est taxable. C'est considéré actif, ça va être taxable. Mais au niveau fiscal, au niveau de l'impôt, ça reste du revenu locatif passif. Ça, c'est sur le revenu actif maintenant. Si ma société elle a un revenu d'entreprise, donc quelqu'un qui fabrique des tables, vend des tables, etc. Fait que mon revenu d'entreprise, il va être entre 12,2 et 26,5 %. Fait que ça dépend si, exemple, je suis en bas de 500 000, je fais plus que 500 000, puis là, bon, tout dépendant combien j'ai d'employés, etc. Première question qu'on pourrait se poser, c'est, Reggie, comment je fais pour que mon revenu locatif soit considéré comme du revenu d'entreprise? Parce qu'on voit 50, même 19, je peux aller à 12,2. Eh bien, pour que mon entreprise passive soit considérée comme une entreprise active, elle doit avoir plus de 5 employés temps plein. Donc, si tu détiens un duplex... Duplex, triplex, etc., oublie ça. Puis, pour vous donner une petite idée, 5 employés temps plein, à partir de combien est-ce que vraiment on a 5 employés temps plein? On aime ça les maths. On va faire un petit exemple mathématique. Disons qu'un employé coûte 40 000 $ par année. Il me faut plus de 5 employés. Fait que vous en avez plus de 5 employés temps plein. Ouais. Pas du temps partiel, là. Temps plein. Maintenant, qu'est-ce que la définition de temps plein? Je pourrais vous amener d'autres études. Je pourrais vous amener d'autres études de cas là-dessus. J'ai fait mon premier essai d'MBA, il était là-dessus. Okay. Fait que qu'est-ce que ça veut dire plus de 5 employés? Temps plein. Maintenant, fait que si un employé coûte 40 000 $ par année, normalement, une entreprise de gestion immobilière va prendre quoi? 5 % de tes revenus bruts à peu près. Fait que pour qu'un employé vaille la peine, disons qu'on y va avec 200 000 divisé par 5 % pour que tes employés vaillent la peine. Ça fait en sorte qu'il me faut un revenu locatif de 4 millions. Fait que c'est 40 000 un employé. Comment je suis arrivé à mon 200 000? Un employé, c'est 40 000, il m'en faut 5 temps plein. Les DAS et toutes les charges. Disons que tout est là-dedans. 50 000, mettons. Là. Puis il te faut plus de 5 employés. Fait que je considère que le plus, c'est l'actionnaire, c'est moi-même. Fait que t'en faut 5 temps plein par ailleurs. À 40 000 $, 5 fois, des salaires de 200 000 par année. Fait que ton 200 000 par année, il doit remplacer ta société de gestion qui te charge 5 %. Fait que ça veut dire qu'il te faut un revenu locatif de 4 millions de $. 4 millions de $. Disons que une porte te rapporte 1000 $ par mois. On parle en ce moment de la flambée des taux. Là, je sais, si tu vas plus en région, c'est 800 $, 700 $. Tu vas à Montréal, tu vas dans Griffintown, ça va être 2000. J'arrondis. Fait que oui, vous pouvez très bien trouver des statistiques qui vont dire que c'est pas 1000 $. J'arrondis pour les fins de l'exemple. Donc, 4 millions divisé par une porte, c'est 1000 $ par mois, 12 000 $ par année. 12 000 $ par porte. Ça veut dire que j'ai besoin, grosso modo, de 333 portes. C'est plusieurs duplex. C'est plusieurs duplex. À 333 portes, j'arrondis encore à 150 000 $ la porte. Puis il y a des places que c'est moins, d'autres places que c'est plus. Je vais à 150... ça, c'est la porte. Vous voyez que j'écris très bien. Ouais, c'est ce que je vais les dire tantôt. Fait que vous pouvez avoir pitié de mes étudiants maintenant. Moi, je dirais aux gens d'aller l'écouter sur Spotify parce que pour pas saigner des yeux. C'est ça, finalement, même quand vous regardez sur YouTube, vous n'êtes pas plus capable de lire ce qu'il dit, ce qu'il écrit. Donc, 333 portes à 150 000 $ par porte. Ça veut dire que vous avez besoin d'un parc immobilier d'à peu près 50 millions. Pour que c'est à peu près, il y a beaucoup de variables, fait que disons, je vais prendre un gros ballpark de 40 à 70 millions pour pouvoir dire que pour que justifier plus de 5 employés temps plein et faire passer votre taux d'imposition de 50 ou 19 à celui du taux d'entreprise. Et là, vous allez être entre 12 et 26,5.
Fait que ça fait quand même beaucoup de portes. Hein? Pourquoi on entend tout le temps, justement, dès que j'ai un duplex ou dès que j'ai un peu d'immobilier, va dans ta Inc. Parce que t'as pas forcément d'avantages. Tu sais, t'expliquais dans un des podcasts, justement, si vous l'avez pas vu, on mettra les liens là, de tous les podcasts de Reggie, mais t'expliquais justement l'avantage de l'incorporation à des fins, justement, légales ou à des fins d'assurance, tu sais, quand c'est dangereux, quand, mettons, tu disais, je suis un garagiste, puis je finis mon truc, puis il y a une roue qui pète, puis le gars m'actionne, j'ai pas d'incorporation, c'est au personnel. Mais ce serait quoi l'avantage alors de... Au niveau de l'impôt, voici qu'est-ce qui se passe au niveau des taux d'impôt. Mais il peut y avoir d'autres éléments. Le 50%, je le comprends pas, je trouve ça énorme. OK. On va y aller avec mes... On peut-tu faire un exemple pour que Pourquoi est-ce qu'on arrive à 50,17? Non. Dans le fond, société, c'est-à-dire... là, le 50,17%, si tu peux juste me le récapituler, là, c'est quand admettons, j'ai un duplex, si on peut donner un exemple précis. C'est en fait quand j'ai du revenu de placement, autre que du revenu de dividende. Donc, revenu d'intérêt de placement locatif, redevance. Quand je suis dans la société, pas mon nom personnel. Non, c'est dans la société ici. OK. Au niveau perso, tu le rajoutes sur tes revenus, dans le fond. Mais tu peux passer toutes tes dépenses. Pourcentage. Ouais. Au niveau perso, le taux maximum, c'est 53,31% au Québec. Ici, on parle toujours des taux du Québec. Ouais. Parce que dans le 50, tu as fédéral et Québec ensemble. Et là, il faut faire attention, parce que si ici, je paye 50,17%, je verse un dividende, maximum, perso, ça ne sera pas 53, ça va être 40 ou 49. Ma société va payer 19,9. Les deux ensemble vont donner 53. Là où quelqu'un va me dire, Reggie, tu as dit 40, 49 plus 19, ça ne donne pas 53. Pourquoi? Parce que ton 40-49 s'applique sur ton montant après impôt ici. Fait que on peut pas juste additionner les pourcentages ensemble. Mais bref, tout ça pour dire qu'avec le principe d'intégration, on devrait arriver à ça au taux maximum. Les taux maximum, ça veut dire c'est sur les dollars excédant 250 000. Taux marginal. Oui, c'est le taux marginal le plus élevé. Ce n'est pas quelqu'un qui fait 50 000 ne paye pas 50 % d'impôt. Là, c'est sûr que si tu rentres les DAS puis tout, oui, tu augmentes le taux d'imposition effectif, mais impôt pur, ça prend plus que... J'ai 250, c'est peut-être 215, mais de mémoire, c'est 250. Puis à chaque année, ça augmente. Fait que ça te prend un bon revenu, là. Il y a à peu près 3% de la population, je pense. 2-3% de la population qui font au-dessus de 250 000 qui ont un taux marginal de 53,31%. Maintenant, on pourra faire... Ça pourrait être un autre podcast de justement pourquoi est-ce que les gens ont la perception qu'ils payent 50% d'impôts. Parce qu'il y a des gens qui rentrent les taxes à consommation, il y a des gens qui rentrent les DAS, qui vont rentrer les autres taxes, etc. Oui, ça fait beaucoup. Au Québec, on est beaucoup imposé. On est aussi la province qui a le plus de services. Maintenant, si tu des bons services, je suis pas là pour défendre les services, je travaille pas pour le gouvernement. On peut chialer contre les routes, ça me fait plaisir, mais c'est pas l'objet du podcast. Effectivement. Fait que là, ça. Fait que au niveau purement taux fiscaux, la société, c'est comme, comment t'arrives à 50,17%, puis si jamais tu vas avoir le calcul détaillé. Dans ta société, c'est aussi une incorporation. Mettons, moi, Simon, Inc., je m'achète un duplex que je mets donc dans ma société, tout mon revenu sera imposé à 50,17. Est-ce que je comprends bien? Parce que ton revenu locatif. C'est ça. Mais si tu as une entreprise de fabrication de tables à côté, elle va être à 12,2 ou à 26,5. C'est ça, mon revenu locatif, mais... Juste ton revenu net locatif, ouais, donc moins tes dépenses. C'est ça, mais je veux pas insister trop, mais je veux juste être sûr de bien comprendre. Moi, Simon, je m'achète un duplex avec ma blonde, puis on nous a dit de s'incorporer, donc on s'incorpore pour notre duplex. Puis donc un duplex à 500 000 $ par exemple. Donc tout le revenu locatif que je vais faire, que mes locataires me donnent, si j'enlève toutes mes dépenses, je peux enlever mes intérêts aussi. Oui, intérêts, impôts fonciers, entretien, réparation, assurance. Donc vraiment le profit net qui me reste, le profit net, il va être imposé à 50,17. 50,17 si tu as un profit. Ouais. Mais souvent les gens justement qui ont des plex ou de l'immobilier vont rentrer beaucoup de choses dedans pour diminuer. Là, on revient à ce qu'on disait tantôt. Normalement, ça doit être pour le duplex. D'accord. Fait que si quelqu'un a mis ses rénovations de maison dessus, il passe sa lumière jaune ou rouge. OK. OK. Fait que là, je suis... OK, ça. Fait qu'au niveau du taux d'imposition, pas nécessairement avantageux de l'avoir au niveau de la société. Mais il peut avoir d'autres avantages. Puis c'est là-dessus qu'on va en discuter, d'où la raison pourquoi je dis ça dépend. Mais au niveau du taux d'imposition, puis là, on s'entend ici, c'est le taux maximum à 250 quelques mille.
C'est sûr que ça dépend. Quelqu'un qui me dit qu'il fait 50 000 par année, qui a 3 duplex, au niveau fiscal, purement fiscal, tu ne sauves pas d'impôts en le mettant dans la société. De plus, en le mettant dans la société, et je reprends mon exemple ici, j'ai mon particulier, détient une société, elle détient un duplex. Donc, mon particulier détient une société qui détient un duplex. Si la société fait des pertes, les pertes restent dans la société. Fait qu'il faut que la société fasse du revenu pour utiliser les pertes. Versus, si mon particulier détenait le duplex personnellement, les pertes, ils utiliseraient dans sa déclaration de revenus contre son salaire. Ah ouais. Oui. C'est bon, ça. Les pertes locatives peuvent être utilisées contre nos autres revenus. Fait que si c'est dans la société, les pertes restent là. Si c'est perso, les pertes les utilisent contre tes autres produits, contre tes autres revenus. Donc pour quelqu'un, justement, un employeur ou un employé régulier qui a eu... Contre le salaire, ça passe. Fait qu'ici, t'as pas besoin d'être entrepreneur, t'as pas besoin de t'appeler Luc Poirier, t'as pas besoin de... Non, c'est monsieur, madame, tout le monde qui s'y réalise une perte fiscale, backé, donc pas en ayant mis des frais personnels, la perte est déductible contre tout type de revenu. Par contre, s'il y a un revenu, c'est ajouté à tes revenus. Ça va d'un bord puis de l'autre. Fait que, qu'est-ce qui peut faire en sorte d'y aller avec la société? Fait qu'au niveau du taux d'impôt, on vient de voir, avant d'arriver à là, il te faut 200 quelques mille. Fait que purement fiscal, reporter l'impôt, ou t'as ça, tu te verses un dividende, ben tu t'imposes perso, fait que tu n'as pas vraiment sauvé de l'argent, tu as sorti l'argent de ta business. L'incorporation, ce qu'elle est bénéfique, c'est qu'elle permet de reporter l'impôt. De temps en temps, on va peut-être pouvoir en économiser, mais son gros but, c'est de reporter l'impôt. Fait que ça, c'est au niveau du taux d'impôt. Mais il y a d'autres éléments qui peuvent justifier d'avoir une société ou de ne pas en avoir une. Le nombre d'actionnaires. Fait que le projet, ça va être quoi? Est-ce qu'on va juste être un couple qui achète un duplex, triplex, quadruplex? Là, on est juste 2. Facile de faire un split dans nos déclarations de revenus. On est copropriétaires. Ou au contraire, il y a Simon, Guillaume, Reg, Pierre, Jean-Jacques, Ginette, puis tout le monde qui participe. Que là, on est rendu 10 personnes. Là, ça peut devenir compliqué à 10 personnes, copropriétaires, ou d'avoir une société de personnes. Là, c'est quoi les responsabilités de tous et chacun? Tout le monde est responsable personnellement. S'il y en a un qui veut vendre, il y a des droits de mutation à vendre à chaque fois qu'on vend une cote-part de la part. Ça peut être compliqué. Fait que le nombre d'actionnaires va être un des éléments qui va être examiné. J'aime parce que l'exercice que je fais là, quand je donne le cours au CPA, c'est que je donne le cours de la fiscalité de l'immobilier, dans le fond, pour l'Ordre des CPA du Québec. Et c'est un des exercices que je fais en classe. Je leur donne on fait un tableau, chaque type d'entité, qui, si elle détient de l'immobilier, les avantages et inconvénients, puis à la fin, je dis, vos clients, là, on va rester pratique, là. Votre client vient voir, il veut investir en immobilier, c'est quoi les questions que vous lui posez? Fait que ce que je vous dis là, c'est pas seulement théorique, c'est pratique, c'est les questions qu'on va se poser, qu'on va poser à nos clients avant de dire, hey, on va y aller avec la société, on va y aller avec une société de personnes, on va y aller avec une fiducie, on va y aller niveau perso. C'est tous des éléments qu'on va vraiment questionner, qu'on va examiner. Le taux d'impôt, le nombre d'actionnaires, ton intention. Ouais. C'est quoi ton intention vis-à-vis la propriété? Est-ce que tu veux l'habiter? On l'a vu dans le dernier podcast. Si tu veux l'habiter, ton duplex, tu le mets dans ta société, bye-bye ton exemption pour résidence principale. Et par la suite, ton gain est imposable, puis tout ce qui vient avec. L'avantage à l'actionnaire, ça s'applique aussi si tu as un duplex, là, puis que tu l'habites. Là. Okay. Donc, as-tu l'intention de l'habiter? Ça, d'habitude, c'est ma première question. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux l'habiter ou tu veux juste le louer? Ah, je pense l'habiter. Bien rare que si tu penses l'habiter, je vais te dire d'aller vers une société. Chose que je vois souvent récemment, c'est bien les chalets. Ouais. J'achète un chalet, mais je veux y aller la moitié de l'année. Je le mets-tu dans ma Inc? Écoute, il va être personnel la moitié de l'année. Fait que si tu le mets dans ta Inc, il faut que tu payes un loyer à ta Inc. Fait qu'on revient à notre circularité qu'on avait dans l'autre podcast. Donc, le même loyer que tu louerais. Le même loyer que si tu louais à n'importe qui sur Airbnb ou quoi que ce soit. Sinon, tu as un avantage à l'actionnaire. Fait que, OK, mais finalement, je pense y aller juste 3 fins de semaine par année. Oh. Fine, tu sais, 3 fins de semaine par année, c'est pas si pire. Tu sais, peut-être qu'on va le mettre dans la société, puis tu vas juste payer ton loyer, puis regarde, ce sera pas si pire. Je pense l'utiliser le 3/4 du temps, puis le louer peut-être l'été. Ouais. À considérer toutes les conséquences de l'avantage personnel.
de l'avantage à l'actionnaire. Fait que c'est quoi ton intention? L'habiter ou le louer? Autre intention, tu veux-tu faire des flips immobiliers? Ton objectif, est-ce que c'est d'acheter, revendre, d'acheter, revendre, d'acheter, revendre, d'acheter, revendre, puis tout le temps y aller comme ça? C'est en plein ce que je veux faire, Reggie, des flips. C'est hyper examiné en ce moment, les flips. Il y a une nouvelle loi qui commence, je vais dire à partir de 2023 de mémoire, sur les flips immobiliers, que si tu as acheté et revendu sans raison valable, là, tu as une liste de raisons valables, en dedans d'un an, c'est automatiquement du revenu d'entreprise. Quand tu revends, c'est plus un gain. Fait que si tu fais ça de ton compte perso? Si tu fais dans ton perso, tu n'as pas le droit à l'exemption pour résidence principale. Si tu revends à l'intérieur d'un an, autre qu'une raison valable. Puis les raisons valables, notamment, tu as changement de situation familiale, donc séparation ou couplement, bébé ou quoi que ce soit. Déménagement, il faut qu'il y ait une raison. C'est pas juste je déménage parce que je veux une maison. Ouais, mais toi, tu changes d'emploi puis tu es relocalisé, par exemple. Par exemple. Okay. À l'intérieur d'un an après l'acquisition. Fait qu'il y a plusieurs maladies, ce n'est un décès, etc. Fait qu'il y a plusieurs, c'est pas exhaustif, mais il y a plusieurs éléments. Fait que l'intention, c'est court terme, long terme, et même si c'est plus qu'un an, c'est pas automatique que tu as ton exemption pour résidence principale. Là, on revient dans les anciens critères que je rentrerai pas, mais si tu fais des flips et tu attends un an et un jour, ça marchera pas plus. Fait que c'est ça. Puis ça, comment est-ce que les gens font comment est-ce que les administrations font pour attraper ça? Ben, s'ils voient que pendant 3 ans ou pendant 4 ans, tu as utilisé 2-3 fois ton exemption pour résidence principale, attends-toi à recevoir un appel. Fait que l'intention court terme versus long terme, l'habiter ou le louer, le nombre d'actionnaires. Est-ce que tu es un résident canadien ou tu es un non-résident? Ou est-ce que ton partenaire est un non-résident ou un résident canadien? J'avais à la suite d'un des premiers podcasts, j'avais eu un appel d'un auditeur, il m'a dit oui, je vais acheter des chalets et tout. Je suis pas sûr que je vais avoir une société. Puis je pose toutes les questions. Genre, tu veux l'utiliser de temps en temps personnellement? Vous allez être juste 2? Moi, je me compliquerais pas. Il dit, ouais, mais mon partner, c'est un non-résident, puis l'argent va venir de l'extérieur du Canada. Je dis, OK, partner non-résident, si lui achète personnellement, l'article 116, c'est compliqué quand il va pouvoir vendre, puis etc. Je dis, OK, considérant que tu as un partner non-résident, je regarderais plus l'incorporation. Parce que là, tu veux louer, tu veux, tu sais, ça me ferait pencher. Mais encore là, si j'examine tous les faits, parle avec ton comptable, il connaît plus ta situation que moi, on va voir. La localisation. Il est où ton bien? Est-ce que ton bien est au Canada ou il est à l'extérieur du Canada? Ton bien est en Floride. Condo en Floride que je loue. Ben, en ayant un condo en Floride, tu vas devoir payer de l'impôt aux États-Unis. Fait que là, tu veux-tu l'avoir perso ou tu veux-tu l'avoir dans une société? Fait, et là, on va consulter un fiscaliste américain, voir c'est quoi les conséquences d'un Canadien qui détient un condo aux États-Unis. Parce qu'on veut éviter une double imposition, on veut s'assurer que tout est correct, que tout est clean. Ça aussi, ça peut avoir un impact. Peut-être qu'on va mettre une Inc juste pour avoir un bloqueur pour éviter une double imposition. Pas nécessairement pour sauver de l'impôt, mais éviter une double imposition. La fréquence des transactions, fait qu'on revient si on veut faire des flips, est-ce qu'on veut faire juste un achat, puis that's it. La taille de l'investissement. Un duplex, triplex, quadruplex, personnellement, je ne mettrais pas ça dans une Inc. C'est perso. C'est pas cash. Allez pas tout acheter perso. Même si vous en avez beaucoup. Je sais qu'il y a tout le temps l'aspect de protection légale, mais vous avez déjà une assurance pour ça. Puis, désolé. Vous avez toujours une assurance pour ça. Puis normalement, vous avez une assurance civile, puis vous pouvez prendre une assurance additionnelle. Fait que la protection légale, ça voudrait dire qu'il y a un risque qui ne serait pas couvert par l'assurance. Là, c'est sûr que si l'assureur, exemple, vous avez dit que la galerie, les garde-fous sont pas assez hauts, puis vous les avez pas changés, puis ils n'assuraient pas ça, bon, OK. Mais encore là, c'est de la négligence. Je ne sais pas à quel point la Inc. protégerait même dans ce cas-là. Fait que, c'est à voir qu'est-ce qui se passe, à quel point tu en as besoin au niveau légal même. Le financement. Ça, le financement, ça peut être un plus de l'avoir dans la Inc. Les banques limitent le nombre d'immeubles personnels que tu peux avoir. Je ne vais pas nommer de banque, mais exemple, certaines banques vont dire, OK, tu n'as pas le droit à plus que 4 immeubles qu'on finance personnellement, excluant ta maison et ton chalet. Sinon, tu passes au commercial ou quoi que ce soit, puis il faut tout le temps tout regarder tes immeubles, puis le kit. Versus s'il est dans la Inc., puis tu vas en acheter un perso, ben, ils ne vont pas regarder ce qu'il y a dans Inc. Fait que ça peut être un avantage d'aller vers la Inc. Ton argent est où? Si tout ton cash est dans la Inc., ben là, sortir de l'argent de la Inc.,
ça va te coûter de l'impôt, salaire ou dividende. Puis si tu te fais un prêt à toi-même, tu es actionnaire, tu as 1 an après la fin de ton exercice pour rembourser ton prêt. Soit que tu te verses un dividende pour rembourser ou soit que tu rembourses avec des liquidités. Donc, c'est très temporaire comme stratégie que la Inc. te fasse un prêt. Donc, fait que là, niveau financement, ben, si tout l'argent est dans la Inc., ça vaut peut-être la peine. Aussi, le nombre d'employés que tu penses avoir besoin. Tu fais bien de l'argent, ça ne tente pas de t'en occuper, tu vas toujours avoir un gestionnaire, tu vas toujours avoir... puis on s'entend, il faut que des employés, on revient à notre exemple, des employés temps plein. Avoir juste un concierge que tu réduis son loyer de 50$ par mois pour qu'il soit tes yeux et tes oreilles, puis t'envoies des plombiers ou des électriciens quand il y a un problème, ce n'est pas des employés, c'est pas... fait que tout ça, c'est aussi à qui tu vas louer. Autre critère, à qui tu vas louer. J'achète un duplex, il va y avoir moi puis mes parents dedans. Écoute, casse-toi pas la tête de mettre ça dans une Inc. Là. Regarde ça simple. Là. J'aime beaucoup la simplicité. Je sais que la fiscalité, c'est complexe, mais j'aime beaucoup la simplicité. Ça me permet de mieux dormir le soir. Donc, en fonction de qui tu vas louer, peut aussi avoir un impact sur l'entité que tu vas utiliser pour faire ton investissement. Fait que bottom line, si je répète, le taux d'imposition, le nombre d'actionnaires, l'intention, habiter ou louer, l'intention long terme, court terme, la résidence des propriétaires, la localisation du bien, la fréquence des transactions, la taille d'un investissement, le financement, le nombre d'employés, tous des éléments qu'on va poser des questions, que votre comptable doit vous poser ces questions-là pour bien vous guider, vous orienter sur le type d'entité que vous devriez utiliser pour détenir vos placements immobiliers. Fait que la réponse, est-ce qu'on devrait toujours avoir l'immobilier dans sa Inc? Ça dépend. La réponse qu'on aime. Oui. Ça fait du sens. C'est du cas par cas. C'est ça, c'est du cas par cas, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup. C'est un peu, je pense, on parlait de ça avec Anthony, puis avec mon ancien patron, où il disait que c'était un petit peu la mode il y a quelques années, que tout le monde aille dans des fiducies, par exemple. Et c'est un petit peu la mode aussi. Maintenant, quand t'es Inc, là, c'est nice. Ça. Quand t'as une voiture plaquée F, t'es une compagnie. Ça sonne bien. Tu sais, ça sonne bien. Ah, je suis incorporé, tu sais, je suis hot, ça fait des beaux TikTok. Mais on s'aperçoit que finalement, c'est ça, c'est pas si blanc ou noir. Encore là, ça dépend tout le temps. Tu sais, le monde dit qu'est-ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Hein? On sait que c'est des clips de 60 secondes. Fait que si on parle juste des avantages pendant 60 secondes, ça a l'air d'être la meilleure solution. Ouais. Quand tu prends le temps d'examiner, d'aller plus loin, de consulter un professionnel, tu vas te rendre compte qu'il y a d'autres éléments à considérer. Puis ce qu'on voit, je ne me rappelle plus exactement, je sais qu'il y avait un clip à un moment donné qui passait, que le gars disait c'est quoi qu'il faisait? Sa société achetait son auto, ou que lui achetait son auto, puis après ça, il louait l'auto à sa société, fait que sa société payait ses affaires. Puis fait que là, lui, dans le fond, il n'y avait pas de paiement parce que dans le fond, vu que la société louait l'auto à lui personnellement, il payait le concessionnaire puis tout. Puis il explique ça à une table avec ses boys, puis ils sont comme « Oh, l'idée du siècle, t'es en dedans. » Puis t'avais au moins 2-3 comptables ou fiscalistes qui disaient en dessous « Ben voyons donc. C'est parce que si ta société paye pour toi tes paiements de location, t'as un avantage à l'actionnaire. Ça marche pas, là. » Disons que c'était très, encore là, un petit clip, tu peux facilement bâcher sur les clips, mais il manquait d'informations. Puis évidemment, il fallait que tu aies voir la vidéo complète pour avoir le topo complet. Mais nous, je ne sais pas si Mathieu t'a déjà dit, mais quelqu'un qu'on connaissait bien nous a acheté une grosse auto à 100 000. Puis il avait dit « Ah, mais c'est pas moi qui la paye, je paye pas mon auto. » Puis quand on dit « Je paye pas ton auto », puis il a dit « Ah, elle est dans ma Inc. Donc c'est pas moi qui paye. » Mais lui, il est tout seul dans sa Inc. Tu sais. J'étais comme... Puis c'est quelqu'un qui a pas forcément d'éducation financière, etc. Puis c'est bien correct, mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de mythes un peu, tu sais, qu'on va penser que ceci, comme je suis allé à l'école donner une conférence la fois passée, puis un jeune, il tripait, là, il arrêtait pas de poser plein de questions à secondaire 4, puis à la fin, je suis sorti, puis je rentre dans mon auto, puis il voit mon auto, puis il est comme « Ah, je savais que c'était à toi, cette auto-là, tu sais. » Je dis « Je suis content parce que je vois que t'as un vrai, parce que ton auto, elle est pas plaquée F, tu sais, c'est pas un char loué comme toutes les autres. » Tu sais, j'ai rien dit, j'allais pas commencer à parler de fiscalité avec lui, là. En plus, on allait dans le trafic, donc je suis parti. Mais tu sais, à quel point, pour lui, avoir une voiture plaquée F, c'était pas bien parce que c'était comme si t'avais loué ton auto. Donc, c'est ton auto, vu qu'elle est louée, elle est pas à toi, t'es pas un vrai, tu l'as pas acheté. Tu comprends?
Oui. Ben, ça, on en avait déjà parlé pour l'auto. Ouais. Moi, personnellement, je suis pas un fan d'avoir les autos dans la société. Je préfère avoir une allocation raisonnable qui va être non imposable. Un des rares éléments que les gens pensent pas, mais une allocation automobile raisonnable, c'est non imposable. Fait que quelqu'un qui fait 100 000, ben, tu reçois une allocation de son autre kilométrique raisonnable de, je sais pas moi, 10 000 $ par année, ben, c'est comme si tu avais eu un boni de 10 000 non imposable, donc l'équivalent d'un 10-15 000. Là. Ouais. OK, t'as pas le droit de prendre les dépenses, mais tout ce que tu as à faire, c'est un registre de déplacement, t'as pas tes factures à garder, t'as pas... C'est bien plus avantageux. Parce que moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Ouais. Maintenant, oui, t'as raison, les gens pensent que parce que c'est dans la Inc, ils payent pas ou quoi que ce soit. Puis j'avais un de mes associés qui me disait dans le temps, tu peux faire une erreur dans la déclaration de revenus d'une société, d'un client, mais jamais dans sa déclaration de revenus personnel. Parce que si tu fais une erreur dans sa déclaration de revenus de sa société, c'est la société qui paye mentalement, psychologiquement. Ouais. Ça va pas y faire mal parce que dans sa tête, c'est sa société. Tu as quand même fait une erreur, là. Ouais. Mais si tu fais une erreur dans sa déclaration de revenus perso, là, c'est ses poches. Là, ça va pas bien. Là, il aime pas ça parce que lui, il paye de sa poche. Là, ça va pas bien. Fait que c'est les perceptions. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, d'avoir la Inc, il dit qu'il paye pas. Ça, on s'en était déjà parlé lors du premier podcast. S'il l'utilise personnellement, je suis convaincu que son comptable calcule son avantage imposable et c'est sur son T4, la case A ou la première case comme revenu d'emploi. Mais il ne le voit pas. C'est ça. C'est comme quand quelqu'un dit « je paye pas d'impôt parce que j'ai un remboursement ». T'en as juste trop payé. Quelques cas exceptionnels, maintenant je vais faire plaisir à ceux qui disaient si tu fais en bas de 10-15 000, effectivement, quelques cas exceptionnels, si tu as des prestations fiscales, tu ne paieras pas d'impôt, tu peux avoir un remboursement. Mais dans la majorité des cas, c'est parce que tu en as trop payé. C'est ça. Fait que ces perceptions-là, c'est la Inc, fait que c'est pas moi. C'est vrai que la Inc, c'est une personne morale distincte. Fait ouais, mais dans le sens, si t'es tout seul, c'est toi qui génères tes propres revenus, tu sais, en bout de ligne, c'est toi qui payes. Oui. Mais c'est ça, c'est les perceptions de qu'est-ce qu'on en est avec avec la Inc. La Inc, c'est la solution à tous les maux. Fait que pour ce qui est de la détention immobilière, ça. Fait que pour faire suite au dernier podcast, pour clore le sujet, plus souvent qu'autrement, la détention immobilière, je vais suggérer perso. Mais quelqu'un qui est vraiment là, qui est dans le 2-3%, personnellement, j'en connais pas beaucoup, mais qui sont dans le 2-3% des Québécois qui font 250, 300 et 500 000 et plus, je peux comprendre que oui, la Inc. dans ça devient intéressante. Ou si vous avez un parc tellement gros que vous avez plus de 5 employés temps plein, ou il peut y avoir d'autres petites exceptions. Exemple, vous avez un local industriel ou commercial qui est loué à votre société. Là, oui, entre les deux sociétés, tu peux atteindre tu peux avoir ce taux-là sans avoir 5 employés, mais tu sais, certaines exceptions et tout. Fait que c'est... Parfait. Nice. Ça explique bien. Ça démystifie bien. Un autre mythe fiscal, busted. On parle-tu tu parlais de l'imposition, on avait une question justement si on peut y venir. Je pense que tu y avais répondu. C'était un monsieur qui me dit: en tant qu'étudiant, mon revenu est assez modeste, donc environ 15 000 par an, et je reçois régulièrement des remboursements d'impôts. J'aimerais savoir s'il est possible de demander à mon employeur de ne pas effectuer des retenues à la source. Cela me permettrait d'investir l'argent qui serait normalement prélevé sous forme d'impôt lors de chaque paye, puis de le régler ultérieurement lors de ma déclaration d'impôt annuelle. Pensez-vous que cela pourrait être une bonne stratégie? Bonne question. J'aime l'initiative et la pensée de cet auditeur de dire je vais réduire mes déductions à la source pour avoir plus d'argent et l'investir par la suite. Malheureusement, la réduction à zéro n'est pas permise. L'employeur a une obligation d'avoir une déduction à la source minimale. Là, je ne sais pas combien est-ce que votre employeur déduit de votre paye, mais vous pouvez peut-être aller voir pour lui demander qu'il déduise le minimum. Il va vous faire signer un petit papier à l'interne comme quoi vous acceptez. Puis, ou peut-être que vous n'en ferez même pas signer, bref. Il peut les réduire au minimum, mais à zéro, ce n'est pas possible. Au niveau de l'impôt ou quoi que ce soit. Parfait. Ouais, parce qu'on avait déjà parlé dans un des podcasts où tu étais venu justement, où l'argent que je paye en impôts, pour l'instant, c'est le gouvernement qui le retient, puis qu'on pourrait l'investir. Puis ta réponse avait été très cool. Tu m'avais dit, t'en connais-tu beaucoup
qui prendraient cet argent-là pour l'investir, puis si la bourse est en chute, qu'est-ce qui se passe quand ils doivent payer leurs impôts? C'est un risque. Tu voulais parler des taxes aussi, je voulais juste faire cette question-là vu que tu en avais parlé avec le taux d'imposition. En fait, depuis notre premier podcast, on s'était dit qu'on parlerait des taxes pour les entrepreneurs. Donc, rendu au 5e, il est temps qu'on travailleur autonome, est-ce que je paye mes taxes aussi? Donc, on sait que tu as le 30 000, mais que tu peux quand même charger tes taxes avant de faire 30 000. Oui, en fait, on va parler de ça. Puis, si jamais j'oublie, tu me feras penser aussi, en tant que travailleur autonome, est-ce que ça vaut la peine d'acheter en dessous de la table? Ok, tu m'expliqueras ça. Je suis curieux. Puis, tu connais l'expression en dessous de la table. Ouais. Je sais pas si t'es assez vieux pour avoir vu les vieilles annonces en dessous de la table. Jamais. Non. Toi, c'est sûr que t'es pas assez vieux pour ça. Moi, j'étais probablement pas au Québec. Là. Ah, ok. En tout cas, le gouvernement, écoute, j'étais enfant. Il avait fait une campagne publicitaire où t'avais comme des tables, t'avais du monde qui était en dessous des tables en train de s'échanger de l'argent, puis t'avais juste un slogan qui disait en dessous de la table, jamais. J'ai pas vu ça. Écoute, c'était dans les pires campagnes publicitaires, je pense. Il y a quelqu'un qui est venu aussi sur le podcast et qui avait dit que c'était mieux de charger les taxes même quand tu ne faisais pas beaucoup d'argent parce que tu as l'air plus crédible. Oui, au niveau crédibilité, puis si tes dépenses taxables sont plus élevées que tes revenus taxables, tu vas avoir un remboursement de tes taxes. Okay. Versus la méthode rapide des taxes à consommation, même si tu as plus de dépenses taxables que de revenus taxables, tu n'auras pas de remboursement. Tu n'auras pas de remboursement. Fait que c'est... fait que oui, les taxes... fait que premier élément... Je vais l'effacer tantôt. Premier élément au niveau des taxes, c'est important de savoir qu'il y a 3 catégories de taxes. Et je ne suis pas un spécialiste en taxes, donc surtout en taxes à consommation, consultez les fiscalistes en taxes à consommation si vous avez des questions très précises. Il y a 3 catégories d'entreprises au niveau des taxes. Tu as les entreprises détaxées, les entreprises exonérées et les entreprises taxables. Les entreprises détaxées, ça c'est la meilleure catégorie. Si vous êtes capable de vous qualifier là-dedans, go for it. Mais à part des secteurs très très précis, de mémoire, les fruits et légumes sont là-dedans. Et encore là, ça doit juste être la vente, parce que dès que tu commences de la transformation, il peut y avoir des exceptions, etc. Les aliments non transformés habituellement. Exact. Fait que le détaxable, ça veut dire que ton taux de taxe quand tu vends, c'est 0%, mais les taxes que tu payes, tu as le droit de les récupérer. Fait que ça, c'est intéressant. Parce que tu récupères les taxes, fait que tu es toujours en remboursement de taxes. Tu as le secteur exonéré. Un exemple de ça, c'est le médical. Donc, sur le médical, quand tu payes une dépense, exemple, t'es un médecin ou quoi que ce soit, tu payes t'es une entreprise médicale, les taxes que tu payes, tu n'as pas le droit d'avoir de remboursement, mais tu ne charges pas non plus la taxe. Quand vous regardez les prescriptions, il n'y a pas de taxe dessus. Okay. Fait que tu n'as pas le droit de récupérer la taxe, puis ça devient une dépense, puis tu la charges pas. Fait que ça, c'est exonéré. Et finalement, 95%, 90% des business, ça va être taxable. Donc ça veut dire que tu peux récupérer la taxe et tu payes la taxe. Tu peux récupérer la taxe et tu dois charger la taxe quand tu offres un service ou que tu vends un produit. Donc, par exemple, l'histoire courte, nous, avec Lib, on charge une formation à, mettons, Reggie, tu payes $100 plus taxes, donc je récupère le $15 parce que tu m'as payé 115. Donc toi, Reg, en tant que particulier, tu m'as donné 115. Ouais. Je prends le 15, moi je dois le donner au gouvernement en payant mes taxes. Par contre, quand je viens ici, pour mes invités, j'achète du Coke, du Bubbly, du Mana, j'ai payé mes taxes, je peux donner mes taxes pour me les faire récupérer. Oui. Donc, oui, exactement. Fait que, puis on va faire un exemple tantôt avec ça. Pourquoi justement, quand tu es une entreprise, tu as intérêt à charger les taxes, récupérer les taxes et ne pas acheter au noir ou acheter en dessous de la table en disant hey, le gars ou la femme me fait pas de taxes, fait que j'ai payé ça. Pas avantageux. Fait que là, c'est qu'est-ce qui est taxable. Et fait que dans le fond, tout le monde a l'obligation de s'inscrire aux taxes. Tu me parlais tantôt, quand tu fais en bas de 30 000, tu peux charger les taxes si tu veux. En fait, c'est plus à l'inverse. C'est que tout le monde doit charger les taxes, doit s'inscrire aux taxes, et il y a une exception de petits fournisseurs. Okay. Petits fournisseurs, c'est si tes revenus bruts de toi et tes associés, fait que là, c'est un concept d'association, c'est-à-dire si tu as 4 business, tu peux pas avoir 4 business qui font toutes 20 000 puis dire « Ah, je suis un petit fournisseur ». Non, le fait que tu aies 4 business de 20 000, on considère le revenu total.
Alors, quand tu es un petit fournisseur, tu as une exception que tu n'es pas obligé de t'inscrire à la taxe. Et le seuil, c'est un revenu de 30 000. Mais le revenu de 30 000, il y a un mauvais... Puis ça, c'est pas juste un mythe, quoi que ça, c'est vraiment, c'est pas ça dépend, là, la réponse est claire. Souvent, les gens ont tendance à penser que c'est 30 000 par année. Faut faire attention. C'est pas ça que la loi dit, puis c'est pas ce qui est marqué sur le site de Revenu Québec non plus. C'est 30 000 au cours des 4 derniers trimestres. Fait que souvent, les gens ont la mauvaise tendance de dire « Ah, c'est par année » et ou bien même en fonction de l'année civile. Donc, si j'ai 20 000 en décembre, 20 000 en janvier, fiou, je suis correct. Non. Tu avais 2 trimestres, tu as fait 40 000. L'excédent de 30 000 devait être taxable. Et si jamais tu ne les as pas chargé ces taxes-là, ben tes taxes sont réputées inclus dans ton montant, fait qu'il faut quand même que tu y remettes. Et pour faire du pouce sur ce que tu disais tantôt, je charge 100$, j'ai 15$ de taxes. C'est super important que les gens comprennent que ces taxes-là ne vous appartiennent pas. Elles appartiennent à au roi maintenant. C'est au gouvernement. Fait que vous êtes réputé les détenir en fiducie, en fidéocommis pour eux. Donc, vous devez leur remettre. Fait que c'est pas... D'où la raison pourquoi ne vous financez jamais avec vos taxes. On en parlait, même si tu as une incorporation, si tu ne remets pas tes taxes, ils peuvent lever le voile corporatif et aller chercher les administrateurs. Pas les actionnaires, mais les administrateurs. Et souvent, quand tu es tout seul, tu es actionnaire et administrateur. Fait que c'est ça. Fait qu'ils peuvent aller chercher les administrateurs et c'est ça. Parce que les taxes, ça ne t'appartient pas. Toi, ton revenu, c'est 100$. Le 15$ de plus, tu le gardes pour le remettre au gouvernement. Fait que c'est super important, ça ne t'appartient pas. Et quand tu fais une dépense, je reviens à ton exemple de 100$, tu as acheté cette table-là qui a coûté des 40$ plus taxes, ça donne 6$. Fait que tu as payé 46$. Ta dépense, c'est 40$. Le 6$, c'est des taxes que tu te fais rembourser. Fait que quand vient le temps de faire ton rapport de taxes, tu as 15$ de taxes à remettre, puis tu as 6$ de taxes remboursables. Donc, tu vas payer le net de 9$. Fait que c'est comme ça que les taxes fonctionnent. C'est compliqué, je trouve, des fois, quand je faisais mes rapports de taxes, je me disais pourquoi on paye des taxes pour aller en récupérer, tu sais, c'est comme... L'objectif, c'est que c'est l'utilisateur ultime qui est payé, donc le particulier. C'est ça, ouais. Je me disais pourquoi on payerait des taxes en entreprise, je veux dire, pouvez-vous me laisser tranquille? C'est plus facile de faire la taxe sur la taxe, puis ultimement, c'est okay. Vous, moi, bref, l'utilisateur ultime qui utilise ça de manière personnelle, c'est lui qui paye les taxes. OK. Écoute, c'est là maintenant le gros débat, si un jour tu veux faire des débats entre fiscalistes ou même plus économistes, lequel est le mieux? Est-ce que c'est mieux de faire des taxes à la consommation ou c'est mieux d'augmenter les impôts? Fait qu'est-ce qu'on serait mieux, par exemple, de baisser les impôts à zéro, d'avoir une plus grosse taxe à la consommation qui est beaucoup plus utilisateur-payeur, ou on enlève les taxes, parce que les taxes sont là depuis 1991, là, ou on enlève les taxes, pas on augmente les impôts. Ou ce que là, c'est tout le monde qui paye, peu importe qui utilise le service. Ça fait des beaux débats, effectivement. C'est des débats philosophiques. Puis tu fais exprès d'amener des partis politiques opposés ou quoi que ce soit. Ça peut être très... il y en a qui vont dire augmenter les deux. Ceux-là, on les invite pas. Puis, il y en a qui vont dire enlever les deux. C'est une autre ligne de pensée. Fait que c'est ça. Fait que qu'est-ce qui se passe? Ou bien même, est-ce qu'on va avec une nouvelle type de taxe? Les taxes de luxe, les taxes sur le carburant. Là, il y a eu la taxe de luxe, justement, pour les automobiles. Tu sais, mettons, moi, j'ai reçu un email de BM pour dire les taxes s'en viennent. Si tu veux changer ton auto, c'est live. Maintenant. Ouais, parce que sinon, après, il y a la taxe de luxe. Ou sinon, moi, je reçois des offres, puis c'est tout le temps la taxe de luxe ne s'applique pas là-dessus. Donc, je trouve ça. Écoute, on n'a pas les mêmes dépenses. Moi, j'ai jamais reçu de courriel qui parlait de taxes de luxe. Ils ont dû se tromper. Là, je veux dire, il y a plusieurs Simon Boucoras. Oui. Toi, c'est avec un cas, puis les courriels, il y en avait deux. Oui, je comprends. Il y a des petites exceptions pour les personnes dans le des petits fournisseurs de 30 000. Si vous êtes dans le domaine de la vente du tabac, du carburant, de boissons alcooliques, c'est ça qui est marqué, alcoolique. Sauf si vous êtes titulaire d'un permis de réunion, vente de pneus neufs, vente ou location pour une période de 12 mois ou plus de véhicules routiers, autre qu'un véhicule routier qui est votre immobilisation. Bref, il y a des petites exceptions, mais c'est ça. Fait que les taxes à consommation, c'est un monde à part.
c'est ça. J'ai les fiscalistes qui sont spécialistes là-dedans. Il y en a pas beaucoup. Mais, non, ça va être compliqué quand même. Ben, c'est une loi à part. Fait que c'est une loi en soi. Pas à part, mais c'est une loi en soi. Puis c'est très technique. J'enlève mon chapeau parce que c'est pas quelque chose que je ferais. Non, moi non plus. C'est juste de payer mes taxes. Des fois, je suis comme maintenant je le fais plus, mais quand je devais le faire, c'était pas très bien. Tu veux nous faire un dessin? Oui. Je vais mettre le tableau. En fait, c'est juste une démonstration. Parce que j'ai déjà eu des clients qui étaient dans certains secteurs puis qui disaient telle personne m'a fait un deal, j'ai acheté un produit ou il m'offre le service puis je le paye cash puis je paye pas de taxes. Puis là, je dis non, tu fais pas ça. Un, c'est mal. Deux, tu fais pas ça parce que t'es en train de te pénaliser. Puis la personne rit de toi parce qu'elle, de l'autre bord, elle a du cash puis elle fait ce qu'elle veut avec. Fait on n'oublie pas que la raison principale, c'est parce que c'est mal puis parce que ça fait que tout le monde se ramasse à payer plus à cause de ça. Là, tu parles d'un société à société. Ça peut être même un travailleur autonome. Okay. Quelqu'un qui est en business, qui est inscrit aux taxes, ça vaut pas la peine d'acheter sa matière ou quoi que ce soit sans les taxes en cash et d'après ça revendre à profit. Oublie ça, c'est pas rentable. Fait qu'on va prendre un taux d'imposition de 20%. Puis on va regarder nos taux de taxes de 15%. On va voir la différence. Donc, première chose, fait qu'on va dire que justement, je fabrique, je suis un distributeur de tables. J'achète et je revends des tables. Parfait. Fait que je revends ma table 100$. Donc, pour les auditeurs Spotify... Ouais, j'ai une vente 100$ et j'ai des taxes. 14,15. On va arrondir. Fait que je paye 15$ de taxes. Fait que j'ai chargé 115$. J'achète ma table. Elle me coûte 60$. De plus, si jamais j'ai besoin de calculer les taxes. Là. Fait que normalement, 60$, ça devrait me donner 9$ Exact. de taxes. Fait que qu'est-ce qui se passe? Fait qu'au niveau cash flow maintenant, on va aller là. Fait que j'ai un profit de 40$ parce que j'ai une vente de 100, j'ai une dépense de 60, j'enlève mes taxes. Ça n'a pas d'impact pour mes profits, les taxes. Fait qu'il me reste un bénéfice de 40. Le 6$ ici, il n'est pas taxable à rien. Là. Je l'ai payé, ce 6$-là, il n'est plus dans mes poches. J'ai mon impôt à 20%, qu'on s'était dit. Ça me donne 8$ d'impôt. C'est 32. Fait qu'au niveau cash flow, j'avais 100$. J'ai reçu 115 pour les taxes. J'ai payé 69, j'ai une dépense de 60. J'ai payé ce 6$-là à Revenu Québec. Fait que lui, je ne l'ai plus. J'ai payé 8$ d'impôt, il me reste 32$. C'est pas... sur 100$, j'ai dépensé 60. J'ai dépensé 68. On va jusqu'à là? Ouais. On va dire maintenant que le 60$ ici, je l'ai payé cash. Fait que la personne m'a permis de ne pas payer les taxes. Qu'est-ce qui se passe? Fait que j'ai toujours mon revenu de 100$, la vente que j'ai faite. Et là, il a fallu que je charge les taxes. C'était un particulier, etc. Fait j'ai mon 100 plus 15. J'ai ma dépense de 60. Et j'ai mon profit de 40. Là, j'ai pas de taxes ici parce que je les ai sauvés. Youpi. Fait que qu'est-ce qui se passe? Ça change pas que mon 15, quand je fais mon rapport de taxes, Tu le donnes. quand mon 15$, je dois le donner à Revenu Québec. J'ai pas le choix, là. Fait que le 15$, je l'ai plus. Mon 100$, j'ai aucune facture pour mon 60. Fait que je me fais vérifier. Mon 60, je l'ai pas. Il va m'être refusé, j'ai aucune facture, j'ai rien pour le backer. Fait que je paye de l'impôt, pas sur 40, mais sur 100. Ben ouais. Fait que mon impôt, c'est 20%. 20 balles. Je paye 20$ ici. Moins avec ton 40. 13, Fait que là, combien qu'il me reste? 100, moins 60, moins 20. Il reste 20$. Fait que déjà là, sur 100$, j'ai 12$ d'écart, 12%. Imagine maintenant si on est sur 10 000, sur 100 000.
Une bonne différence. Oui. Fait que là, imagine, j'ai fait ça pendant longtemps ou quoi que ce soit. Je ne suis pas avantagé d'acheter cash si je suis en affaires et je t'inscris en taxe. Puis là, c'est même pas comme, j'essaie, je le répète, je travaille pas pour le gouvernement, faites ce que vous voulez. Je suis pas là non plus pour dire travail au noir, c'est mal ou quoi que ce soit. Là. Just stating facts. Là. Je vais juste présenter des faits que c'est pas rentable. Fait que quand j'avais montré ça à mon client, il dit je te rappelle, Reggie, j'appelle mon fournisseur. Ouais. C'est ce que je pensais. Maintenant, on veut des factures. Là. C'est l'inverse. Là. Tu veux des factures, tu veux des garanties. Puis là aussi, t'as pas, dans cette situation-là, tu n'as pas de garantie, tu n'as pas rien. Si quelque chose n'a pas fonctionné, si moi, vraiment, qu'il arrive de quoi, tu n'as rien, là, c'est cash. Là. Fait que tu as intérêt, c'est ça. Fait que quand tu as des dépenses d'entreprise, tu veux une facture, tu veux avoir des bons numéros de taxes, puis tu veux pas avoir de problème quand Revenu Québec débarque. Non, c'est ça. En ce moment, les administrations fiscales sont très agressives. Ils ont donné de l'argent en 2020-2021. Là. Mm-hmm. En ce moment, ils sont en mode collecte. Fait que j'en parle avec les gens du milieu, là. Et ils font pas de cadeaux présentement. Là. Puis attendez-vous pas à ce qu'il y en ait bientôt des cadeaux non plus. Là. Ouais, avec la situation économique, etc., je pense qu'ils doivent renflouer les coffres. Ils doivent les renflouer. Il va y avoir des mesures. Ils vont aussi trouver des nouvelles taxes. Ma boule de cristal, on parlait de l'exemption pour résidence principale. Je ne serais pas surpris si d'ici 5 ans, disons 2030, elle disparaît ou elle est modifiée. Parce que disparaître, ça va être tough parce que les jeunes vont dire les vieux avaient ça, nous autres aussi on l'avait, etc. C'est un conflit générationnel, une injustice générationnelle. Mais qu'elle soit modifiée, je ne serais pas surpris. Et comme pour les flips que tu as parlé, je sais pas si c'est dans l'épisode 6 ou l'épisode d'avant, je pensais pas qu'il y avait des lois pour les flips immobiliers de moins de, mettons, 1 an ou quoi. T'as apparu en 2023. Brand new. J'en ai pas entendu parler. Ouais, c'est pour ça que je suis là. C'est genre, non, mais parce que je trouve que c'est quand même un peu abusé. Tu sais, on en connaît là qui font des flips, puis justement, ils achètent, ils revendent, puis qui cherchent pas d'impôts. Là. Enfin, ils font pas d'impôts. Quand tu prends ton exemption 2-3 fois là, en dedans de 4-5 ans, là, tu risques d'avoir un petit appel ou une petite lettre là, pour venir vérifier. Encore là, est-ce que quelqu'un va dire, moi je l'ai fait, ça m'est pas arrivé? 1, dis-le pas. 2, tant mieux. Tant mieux, tant pis, tout dépendant de quel côté que t'es. Mais tes risques sont assez élevés. Puis ça, c'est quand même facile à flaguer parce que maintenant, depuis 2016, t'es obligé, c'est un formulaire quand tu prends ton exemption pour résidence principale, t'es obligé d'envoyer le formulaire. Parce que si tu l'envoies pas puis que tu as fait une vente, tu l'as juste pas reflété dans tes déclarations de revenus, les administrations fiscales peuvent refuser ton choix et donc rendre ta vente imposable. Fait que tu t'imposes sur un gain à maximum 26%. Et non 53 par contre. Ça serait 26%, mais maximum, au moins. Ah, mais ce serait le bordel, là. Je peux pas croire que tous les générations précédentes n'ont pas payé d'impôts avec leur Comme je dis, ce n'est pas, je veux juste rassurer, ce n'est pas dans les... Ah, mais ils en parlent. C'est moi, ma boule de cristal, il y a même eu un texte qui avait été rédigé là-dessus, justement, où est-ce que ça va s'en aller. Exemple, aux États-Unis, ce qu'ils ont, c'est une exemption de 300 000 maximum. Fait que c'est comme tu peux la prendre comme tu veux, le nombre de fois que tu veux. De mémoire, c'est 300 000. Ça a peut-être augmenté. Là. Je pense je dis, quand j'avais fait mon cours de US, ça remonte à 10-15 ans. Là, mais c'était une exemption de mémoire 300 000. Fait que tu as fait comme tu veux, tu as 300 000. Fait que tu veux vendre 5 fois en 5 ans, tu as 300 000. Au total. Okay. Fait qu'au lieu d'avoir une exemption, tandis que techniquement, nous, c'est une exemption complète, peu importe le nombre de maisons, en autant que tu te qualifies d'une résidence principale. Fait que c'est pas... Il y en a qui vont peut-être... tu sais, est-ce qu'elle va être modifiée en disant tu as le droit à une exemption dans ta vie plutôt qu'un nombre infini? Est-ce que ça va être un montant maximum? Ça va être une combinaison des deux? Est-ce que ça va redevenir par personne? Parce que là, qu'est-ce qui arrive si tu en avais une par couple, le couple se sépare? Et là, les deux, on est pénalisés. Comment est-ce qu'on va gérer ça, la transition? Puis c'est le dernier gros bonbon fiscal qui existe, l'exemption pour résidence principale. Il y a la déduction pour gain en capital qui est encore là, on pourra en reparler dans un autre podcast, mais l'exemption, c'est celle la plus simple que tout le monde comprend, que tu peux aller chercher. Parfait. Avais-tu d'autres choses ou tu veux qu'on passe aux questions? Il nous reste du temps?
Ouais, on peut répondre à quelques questions. Il y a quelqu'un qui, la même personne que tantôt disait, avec les déductions à la source, disait qu'il était à la recherche d'un fiscaliste compétent qui pourrait m'aider à comprendre le processus de déclaration d'impôt. Pouvez-vous m'indiquer comment trouver un bon fiscaliste? La personne dit qu'elle est étudiante. Ouais. Donc, je crois pas qu'un fiscaliste soit nécessaire. Je pense que son comptable pourrait simplement l'aider à comprendre comment ça fonctionne. Sinon, je suggère à la personne d'être autodidacte. Parce qu'il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas de comptable, il n'y a pas de fiscaliste qui vont s'asseoir pendant 2, 3, 4, 5 heures et plus pour expliquer comment faire sa déclaration gratuitement. Alors, le prix que ça va coûter pour comprendre ça, j'invite plus la personne à lire, ça paraît bête, mais juste les guides fiscaux des administrations fiscales. Ils sont bien faits. Ils sont bien faits, ils expliquent bien comment faire sa déclaration de revenus. Ils expliquent chaque ligne, qu'est-ce qui va à cette ligne-là, comment calculer, etc. Vous allez en apprendre, puis vous risquez même d'être meilleur que votre comptable. Oui, il y a des guides fiscaux que je suggère à ça. Mais sinon, demandez à un comptable qui s'assoit à côté de vous, qui vous explique. En tant qu'étudiant, vous allez voir que sur votre revenu de 15 000 annuellement, il va y avoir un 15e qui va aller à cette explication-là. Et le problème, c'est qu'à chaque année, il va falloir qu'ils se mettent à jour. Parce que ce que tu as appris la première année, s'il y a des nouveaux crédits, s'il y a quoi que ce soit, la situation change, on achète une maison, devient travailleur autonome, devient conjoint de fait, a un enfant, etc. Ça peut avoir des conséquences. Je vais profiter de cette question-là. Il y avait une autre question. Que nous, on n'a pas sur notre feuille. Non, exact, qui était s'il y a des manuels à suggérer. Ouais. Les guides fiscaux, encore une fois, je le redis, ils sont bien écrits. On va donner à César ce qui revient à César, c'est ça l'expression. Les administrations fiscales, leurs guides sont bons. Sinon, dans les livres, évidemment, pour le citer, M. McSween, qui a fait quand même des livres très intéressants, ne serait-ce que Liberté 45 ou La facture amoureuse. Rich Dad, Poor Dad, même si c'est aux États-Unis, ça reste que les concepts financiers et il y a quelques concepts fiscaux qui sont abordés. Pour avoir de la fiscalité pure, il y a ce qu'on utilise à l'université. Il y a ce qu'on utilise à l'université. Donc, il y a certaines universités qui utilisent le guide CCH, d'autres qui utilisent La Fontaine-Babineau. Je les trouve relativement techniques, par contre. Quelqu'un qui n'a pas une base va avoir de la difficulté. Ce que je recommande, que je suggère fortement, c'est gratuit. Je leur fais un petit peu en même temps. C'est l'université où j'ai fait mon bac. L'UQTR, qui a sur son site UQTR Fiscalité, qui offre 3 manuels gratuits PDF. De chaque cliquer dessus, ça s'ouvre. Il n'y a pas d'abonnement à faire. Il n'y a pas de frais à payer. Il n'y a absolument rien. Tu vas juste les ouvrir. Tu as toutes les. Surtout, le premier tome, c'est la fiscalité du particulier. Le deuxième tome, c'est la fiscalité de l'entreprise. Et le troisième tome, c'est les réorganisations fiscales. C'est vraiment écrit. C'est très, très, très vulgarisé. On ne parle pas en article de loi. On ne parle pas de jurisprudence. Pour comprendre la base, définitivement, ce que je suggère. Pour quelqu'un qui voudrait s'intéresser à avoir des manuels. Donc, tapez UQTR Fiscalité sur Google. Ça devrait être le premier lien. Vous descendez un peu et vous allez voir la conformité des particuliers et des entreprises, tome 1, tome 2. Juste avec ça, ça va vous expliquer les avantages automobiles, les options d'achat, les frais de déplacement, les frais de déménagement, les avantages imposables. C'est super bien fait. Il y a des tableaux, des graphiques. C'est pas juste du texte. C'est vulgarisé pour le commun des mortels. Je te pose quelques questions en rafale. Si tu veux pas y répondre, tu me dis next. Parce que, bon. là, mettons, si c'est trop long, ça se peut. Tu sais, j'en vois là, que, mettons, qui vont vraiment être longues à répondre. Donc, on fera ça au prochain épisode. Il y a une personne qui dit quelle est la façon / l'outil pour optimiser sa fiscalité qui est le plus sous-estimé ou oublié? C'est une excellente question. Je dirais que ça dépend tellement des connaissances de tout le monde et surtout des situations fiscales de tout le monde. Okay. Quelqu'un qui est employé, qui travaille dans une shop, peu importe, qui a sa maison, qui a un logement, ça reste que le REER, c'est le plus... REER, CELI, c'est l'IAP. Ce sont ceux qui sont les plus communs, les plus simples à utiliser. Là, on pourrait rentrer dans les actions accréditives pour les mines puis tout. Lancez-vous pas là-dedans si vous ne vous y connaissez pas. Puis si non plus, c'est pas avec l'argent de l'épicerie que tu vas dans les actions accréditives. Fait que je dirais que pour le commun des mortels, là, vous, moi, je fais partie de ceux-là. REER, CELI, CELIAP, c'est le plus simple. Maintenant, quand on a une société, là, c'est sûr que
avoir une structure, puis une société qui est rentable. Parce que souvent, le monde a des idées d'entreprise, puis ils veulent déjà la Cadillac en structure avec la fiducie et tout, sans savoir nécessairement comment ça fonctionne. Commencez par juste starter la business, apprendre comment fonctionne une société, puis après ça, on y remettre la fiducie puis la société de gestion. Puis ça, je crois que c'est... Puis je sais qu'il y a des techniques avec les assurances. Je suis moins familier avec ça. Faites très attention, mais ça pourrait être un outil. Ensuite, on a des questions sur le CELIAP. Nous, on a fait un épisode avec Hubert sur le CELIAP où on répond à quelques questions. Donc là, il y en a une, c'est est-ce que le retour d'impôt sur la cotisation au CELIAP sera la même que celui du REER? La réponse est oui. La réponse est oui. Parce que, on l'avait dit, je pense, sur le podcast, là, mais ça, c'est le CELIAP, c'est le parfait mélange entre le CELI et le REER. Donc le CELIAP et le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat de la première propriété. Oui, le CELIAP, contrairement à ce que bien des gens en finance disent que c'est un nouveau compte magique qui va aider les contribuables à acheter une maison, je ne suis pas de cet avis. Oh, ça va être un bon clip, ça. je ne suis pas de cet avis. Pourquoi? Parce que dans le CELIAP, il faut une contribution. Qui dit contribution dit que tu as de l'argent de lousse. Ouais. Si j'avais pas d'argent pour contribuer à Montréal, j'en aurais pas plus pour contribuer à mon CELIAP. Ouais. Donc, est-ce que le thinking, l'idée est mauvaise? Non, je pense pas que l'idée est mauvaise. Tant mieux, c'est un autre outil. Mais, je dis, si j'essaie de visser une vis, je t'amène un deuxième marteau. Le marteau fonctionne super bien avec les clous, mais j'essaie de visser une vis. J'ai besoin d'une drill au minimum. Ou au moins un tournevis. Tu sais, c'est une façon de parler. Fait que c'est pas... Ça prend de l'argent pour contribuer à son CELIAP. Ça prend 8 000 par année. Tu sais, c'est le max, là, 8 000 par année, 40 000 maximum. C'est pas tout le monde. C'est un peu ce que Maxwell avait dit au début, que c'était un truc qui avait été créé par les riches, pour les riches, parce que c'est pas tout le monde. Parce que c'est pour les riches, ça sort. Je reste pour la classe moyenne, mais quelqu'un qui a des excédents de liquidité. Ouais. T'as pas d'excédent de liquidité, ben t'es dans le même problème qu'avant. Là. Fait que, la personne veut savoir les détails, mettons, possible d'acheter un terrain avec ça. Ça, il faudrait regarder, je pense qu'il y a beaucoup de spécificités. Il faut que ce soit une première propriété. Fait que, est-ce que le moins terrain... de 5 ans, si t'avais une propriété, voilà 4 ou 5 ans, tu pouvais J'aime pas. ça que tu ramènes cet élément-là, parce que ça, c'est une autre erreur que beaucoup de gens, quand ils viennent présenter le CELIAP, il y a 2 tests. Au moment où tu ouvres ton CELIAP, il faut que ni toi ni ton conjoint ait été propriétaire d'une propriété dans les 4 dernières années. Puis, c'est au moment où tu... je l'avais pas... Puis, je pense que c'est au moment où tu le... Je pense que c'est au moment où tu le retires. Au moment où tu l'ouvres, puis au moment où tu le retires, il faut que seulement toi t'as pas été propriétaire au cours des 4 dernières années, et non les 2. Parce que souvent, on dit il faut que les 2 conjoints n'aient pas été propriétaires. Ça, c'est à l'ouverture. Mais au moment du retrait, c'est seulement la personne qui retire. Okay. De mémoire, ça serait à valider, là, mais je sais qu'il y a un double test conjoint versus la personne seule. Ensuite, il y a quelqu'un qui dit, moi, la compagnie de mon père, elle me donne une auto, valeur de 13 000 $. C'est quoi l'impact sur elle? C'est la valeur de l'auto ou la valeur de l'usage ou le fonctionnement de l'auto? C'est ça, les questions. C'est la compagnie de mon père me donne une auto, la valeur est de 13 000 $. Si elle te donne une auto, c'est la valeur de l'usage. Fait que si le coût, c'est de 13 000, tu n'auras pas nécessairement un avantage de 13 000. Non, ça va être le coût fois... Elle lui donne, fait qu'elle lui a acheté puis elle lui a donné 13 000. C'est la compagnie de mon père me donne une auto, mais la valeur, c'est 13 000 $. Tu vas te faire imposer sur 13 000 $. Mais normalement, c'est quand tu vas à la SAC, si c'est ton père, tu peux faire un truc pour $1, là, tu sais, quand c'est de la même famille, là. Un don, ouais, mais c'est parce que là, c'est la société, c'est pas le père. C'est ça, exactement. Fait que c'est la société qui met à disposition un bien. 15-1, c'est ce qu'on a vu tantôt. Ouais, c'est ça. Fait que c'est la société qui met un bien ou qui transfère un bien à la disposition d'un actionnaire. Et là, en fait, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que c'est le père ou l'enfant qui va avoir l'avantage. Ça, j'ai un petit blanc, à savoir c'est lequel des deux. Mais un des deux va se faire imposer sur... je pense que ça va être le père, en fait, qui va se faire imposer sur 13 000 $. Puis je pense que tu l'expliquais tantôt, mais c'était la règle de déduction pour résidence principale. Impact avec chalet, entre parenthèses. Je ne comprends pas très bien la question. Justement. Expliquer la règle de déduction. Je pense que c'est juste l'explication de l'exemption pour résidence principale. On est pas en direct, mais c'est de l'impro, là.
Oui, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Non, c'est ça. Oui. C'est pour ça, si c'est trop compliqué, on y repasse. Non. Ben, l'exemption pour résidence principale, je préfère en parler dans une prochaine, qu'on pourra parler de ça. Puis il y en avait une lors de la vente d'actions, vente d'actifs. Aussi, on va en parler dans plusieurs. On se gardera ceux-là en note, là, oui. Puis après, la personne, moi je peux répondre, mais est-ce que la méthode CELIRIER est une façon plus efficace de faire de l'argent avec le retour d'impôt? Moi je dis tout le temps ça dépend, là, mais en gros, pour le commun des mortels, je pense que tu reçois un retour d'impôt, est-ce que c'est efficace le REER? Pour moi, la réponse est oui. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec ton retour d'impôt? C'est plus ça la question. Puis tantôt, juste pour finir, la personne a dit, est-ce que c'est les mêmes conséquences? Une déduction va avoir... 2 déductions vont avoir tout le temps la même conséquence. Bien important de comprendre la différence entre une déduction et un crédit. J'ai un salaire... je vais me mettre plus bas. C'est correct, je m'entends. Fait que j'ai un salaire de 100 $. Donc, j'ai un salaire de 100 $. Je cotise à mes REER pour 15 $. Mon revenu imposable va être de 85 $. Fait que, normalement, si mon salaire, ça s'est bien fait, j'ai eu de l'impôt qui a été prélevé là-dessus sur 100 $, disons qu'ils m'ont prélevé 20 $ d'impôt. Fait que là, j'arrive ici, revenu imposable, 85, je paye 20 % d'impôt. Je sais pas combien ça va donner 17, je pense. 85? Ouais. C'est 17. Pas pire. Fait que je paye pour quelque chose d'improvisé. Fait que je paye 17. Fait que là, dans le fond, j'ai à payer 17 $ d'impôt. On m'a retenu 20 $. Donc, tu as un remboursement de 3. Pas mal, hein? J'ai un remboursement de 3 $. Merci. Good job. Fait que tu as un remboursement de 3 $ grâce à ma cotisation REER de 15 $. Mais parce que tu avais déjà dit que le REER, c'était une arnaque. Non, ça, c'est pas vrai. La vidéo, quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai dit, aïe, ça, c'est vraiment... 600 ou 700 000 vues. Oui. Tu te fais insulter. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, les insultes, c'est magique. Aïe. En plus, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, il a pris ça juste au... Le REER n'est pas une arnaque. Il faut avoir lu le contexte, avoir écouté. Non, mais tu le dis bien, tu dis le REER est une arnaque ou je sais pas trop quoi, c'est ce qu'on entend souvent. C'est ça, les gens disent le REER c'est une arnaque. Tu expliques bien. Première phrase. Mais les gens disent ça a été coupé du vidéo, fait que tout ce qu'on entend c'est le REER c'est une arnaque. Ouais, mais après tu le dis. Oui, après, oui. Mais les gens se rendent pas après. Ils écoutent juste à le REER c'est une arnaque. Le commentaire est déjà. Le mode insulte activé. Je me souviens quand j'ai vu ça, j'ai dit-tu qu'il faudrait qu'il rajoute les 3 secondes avant. Je fais, ça va être drôle. On va laisser ça de même. Donc, fait qu'ici, que je fasse une cotisation REER ou que je fasse une cotisation CELIAP, le résultat va être le même. C'est une déduction. C'est quoi la différence avec un crédit d'impôt? Peut-être que c'est un peu compliqué, mais ça aussi, j'ai de la misère avec les Non, il n'y a pas de problème. Crédit d'impôt. Je sais pas à quel point c'est complexe. Je sais pas que c'est complexe. Le crédit d'impôt ne vient pas réduire ton salaire. Ce n'est pas une déduction. Parce qu'ici, exemple, j'ai un taux d'imposition de 20 %, fait que ça m'a permis de sauver 3 $ d'impôt. Si j'avais un taux d'imposition de 50 %, ben ici, ça m'aurait fait sauver 7,50 $. Fait que la déduction va être plus avantageuse plus que mon taux d'imposition est élevé. Tandis qu'un crédit d'impôt, c'est une réduction d'impôt qui va être fixe normalement, peu importe ton niveau de revenu. Okay. Fait que disons que j'y vais avec déduction, un crédit d'impôt. Fait qu'ici, j'ai 100 $, fait que j'ai un revenu imposable 100 $. Je m'en viens calculer mon impôt. 30%, 20%. Disons 20%. Et là, disons que j'ai un crédit d'impôt. Crédit d'impôt, c'est 15%. Là, j'ai un crédit de base de 15% sur mes premiers 100 $. Tiens. Mes premiers 100 $, j'ai un crédit de 15%. Qu'est-ce qui arrive? Je vais avoir un crédit d'impôt
que ça va être 100 $. Puis ça, un bon comptable peut justement te les trouver, les crédits d'impôt. Tu sais, il y en a qui font des recherches pour savoir qu'est-ce qui peut te Un bon comptable va être à jour, va savoir c'est quoi les crédits qui peuvent s'appliquer, aidant naturel, personnes handicapées, name it. Là. Avant, il y avait transport en commun, il y a comme 7-8 ans, ça a parti. Crédit pour frais de scolarité, crédit pour études, etc. Ils sont tous là-dedans. Fait que 100 $ fois 15%. Fait que j'ai un crédit d'impôt de 15 $. Fait que mon impôt à payer net, impôt net à payer, ça va être 5 $. Puis là, je vais avoir mes retenues. Là, si j'ai eu 20 $ de retenue, mais je vais avoir un remboursement de 15 $. Okay. Fait qu'un crédit d'impôt, c'est applicable contre ton impôt. Tandis qu'une déduction, ben, ça vient réduire ton salaire, revenu. ton revenu aux yeux du gouvernement. C'est ça. Fait que c'est la différence entre les deux. Le crédit d'impôt est généralement plus neutre parce que ça va être un montant fixe ou un pourcentage. Peu importe ton salaire, ton revenu. Tandis que la déduction va favoriser plus que tu fais de l'argent, plus que ta déduction va te donner une économie d'impôt. Parfait. Il y a d'autres questions qu'on a reçues. On ira pour les faire dans un prochain épisode. Je vais m'arranger pour les garder par contre. Parce qu'il y en a quand même des bonnes. Ça, mettons, quelqu'un parle de l'impôt sur le revenu fractionné. Ça aussi, ça m'intéresse d'en savoir un petit peu plus. Quand même une question assez technique. Ouais, ouais, c'est pour ça que je préfère y revenir plus tard. On a aussi, est-ce qu'utiliser des bonnes dettes pour garder tes actifs, faire leur travail est une bonne approche? Ça aussi, on pourrait parler de l'utilisation des dettes. Ça, oui, puis celle-là, d'ailleurs, le 3e épisode qu'on a fait ensemble, qui est passé un peu inaperçu. Comme tout le monde me parle des 2 premiers, personne ne me parle du 3e, qui est pourtant le plus court et celui qu'on aborde uniquement des planifications financières personnelles, déduction d'intérêts puis tout, qui est selon moi celui qui est le plus avantageux, celui qui est le plus... je ne vais pas dire pertinent, mais qui flash le plus au niveau comme, OK, comment je peux déduire mes intérêts. Avec la méthode Smith. Manœuvre Smith, ma mise à part de l'argent. Lorsqu'on fait aussi l'analyse, là, si j'ai 4-5 dettes, laquelle que je dois prendre, etc. Qu'on parle aussi, j'aborde aussi l'assurance vie. Ceux qui disent mettre l'assurance vie, puis je prends un emprunt, fait que comme ça, je vis avec un montant libre d'impôt, etc. Fait que cet épisode-là, il est passé un peu inaperçu, parce qu'on m'en parle jamais, on parle toujours des autres, puis c'est lui aussi qui a le moins de vues, puis je crois que ça devrait être celui qui est le plus... on va l'enlever, on va le remettre. Ouais. On peut juste faire ça. Ça se peut aussi qu'on est arrivé dans un no man's land. Là, ouais, c'est possible. Ça se peut. Okay, bon, ça, c'est la faute de Guillaume, il vient d'arriver. C'est ma faute. On va terminer ça là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations. Ça fait un peu plus d'1 heure, d'après moi, qu'on est en enregistrement. Oui. Donc, merci, Reg. Tu reviens quand tu veux. Si vous avez des sujets pour Reg, faites juste nous les écrire. Puis, on va les préparer. Même moi, je commence à avoir mal à la tête. C'est beaucoup d'informations. Mais c'est très bien vulgarisé, tu sais, j'aime ça, mais on en apprend vraiment beaucoup. Puis c'est là que je me rends compte à quel point, ça m'a fait rire, parce que tu dis, tu sais, t'es fiscaliste, t'es prof, mais tu dis, faites affaire à un fiscaliste au niveau des taxes à la consommation, tu sais, à quel point il y a des branches dans le système fiscal. Oui. Oh oui, puis même la fiscalité, même quand j'ai des grosses réorganisations, même quand j'avais des grosses réorganisations, même chez nous aujourd'hui, régulièrement, on va se consulter entre fiscalistes. C'est rare. Je ne connais pas un seul fiscaliste qui travaille tout seul dans son coin sans parler à personne. Et j'aurais peur. Si j'étais fiscaliste tout seul dans mon coin et je ne parlerais à personne, j'aurais peur. Littéralement, le risque d'erreur est trop grand. Il y a trop de choses qui se passent en ce moment en fiscalité. Puis là, on est tout le temps en superficie. Là. Je donne un congrès à l'Association de planification fiscale et financière, la PFF, en début novembre. Ce qu'on parle d'un sujet très précis qui est le paragraphe 55.2, qui est une des complexités de la loi. On rentre là-dedans avec tout ce qui se passe depuis 2015, 2016. Puis là, si on parle de la règle générale anti-évitement, on parle de l'impôt sur le revenu fractionné. Quelqu'un qui vous dit qu'il est fiscaliste, puis qui est à l'aise dans tout, puis que c'est un expert dans tout. Court. Ben, présente-le moi. Moi, je veux savoir son truc, puis je veux qu'il m'apprenne. Je vais le prendre comme chargé de cours dans mes cours. Ça va être intéressant. Merci, Reg. Ben, merci à vous autres. Vraiment de ta présence, et on est très honorés. Puis, comme je vous l'ai dit, là, gars, si vous avez des questions, etc., ben, juste à les mettre dans les commentaires. Si c'est des insultes, vous pouvez lui envoyer directement. Oui, pas de problème. Je l'ai lu et je l'ai lu aussi. Donc, on se voit la semaine prochaine, nouvel épisode la semaine prochaine, et à bientôt. Merci.